Merci de nous rejoindre sur les antennes de la télévision nationale. Au sommaire de ce journal, lancement du projet d'aménagement de 600 hectares. Nous irons à Tayaki où les travaux ont été officiellement lancés par le ministre Mori Kondé. Des logements sociaux qui seront construits pour le bonheur des populations guinéennes. Les relations bilatérales entre la Guinée et l'Égypte se portent bien. En témoigne cette signature de partenariat entre l'Anguche et l'Université Senghor d'Alexandrie. Des cadres de l'Anguche seront bientôt outillés en gestion des catastrophes naturelles. Zoom ce soir sur le CHU d'Onka qui fait des prouesses. Pour la première fois, une microchirurgie réparatrice est réalisée avec succès au sein de cet établissement hospitalier, une étape cruciale dans sa dynamique de modernisation. C'est tout pour les titres. Bonsoir et vous êtes les bienvenus. Tout d'abord, ce message du président de la République du Bénin à son Excellence Mamadi Doumbouya, président de la République de Guinée. Monsieur le Président, la nouvelle de votre élection à la magistrature suprême de votre pays, la République de Guinée, m'offre l'heureuse occasion de vous adresser au nom du gouvernement et du peuple béninois mes sincères et chaleureuses félicitations. Fruit de la volonté du peuple guinéen d'un retour à l'ordre constitutionnel, elle témoigne de votre capacité à fédérer les forces vives de votre pays autour des idéaux de paix et de développement et à poursuivre l'œuvre de reconstruction nationale en cours sous votre leadership. À cet égard, je voudrais me réjouir des perspectives que votre élection ouvre dans le cadre d'une dynamisation des liens d'amitié et de coopération entre le Bénin et la République de Guinée. En vous réitérant mes félicitations ainsi que mes vœux de plein succès dans l'exercice de vos fonctions, je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma très haute considération. Signé Patrice Talon. À la une de l'actualité ce soir, la grande chancellerie a procédé ce mardi à la remise de décorations à 3 diplomates distingués par le chef de l'État. Il s'agit de son Excellence Troy Damiel Fitrel, ancien ambassadeur des États-Unis en Guinée, de Madame Anne Douté Johnson, ancienne chargée d'affaires de l'ambassade des États-Unis, et de son Excellence Yuang Wei, ancien ambassadeur de la République populaire de Chine en Guinée. Tous ont été élevés le 23 juillet 2025 au grade de commandeur de l'Ordre national du mérite de Guinée. Compte rendu Omar Bari. La grande chancellerie a abrité ce mardi 20 janvier 2026 une cérémonie solennelle de décoration en l'honneur de 3 anciens diplomates accrédités en République de Guinée, récemment distingués par le chef de l'État, son Excellence Mamadi Doumbouya. Il s'agit de l'ancien ambassadeur des États-Unis d'Amérique en Guinée, son Excellence Troy Damien Fitrel, de l'ancienne chargée d'affaires de l'ambassade des États-Unis, Madame Anne Douté Johnson, ainsi que de l'ancien ambassadeur de la République populaire de Chine en Guinée, son Excellence Yuang Wei. Tous 3 ont été élevés le 23 juillet 2025 au grade de commandeur de l'Ordre national du mérite de Guinée. Cette distinction honorifique leur a été décernée par le président de la République, chef de l'État, commandant en chef suprême des forces armées et grand maître de l'Ordre national du mérite, en reconnaissance des éminents et loyaux services rendus à la nation guinéenne, notamment dans le cadre du renforcement des relations diplomatiques et de coopération entre la Guinée et leurs pays respectifs. La cérémonie s'est déroulée en présence de plusieurs autorités gouvernementales, dont le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Guinéens établis à l'étranger, Dr Morissanda Kouyaté, le ministre de l'économie et des finances, Mourana Souma, le ministre du budget, Fassine Silla, le ministre du plan et de la coopération internationale, Ismaël Nabé, ainsi que le secrétaire général du gouvernement, Tamba Benoît Kamano, et le directeur de cabinet de la primature, Mohamed Lamine Sissavané. Dans son intervention, le ministre des Affaires étrangères a souligné que cette cérémonie s'inscrit dans une dynamique de diplomatie de reconnaissance, traduisant la volonté du chef de l'État de saluer et d'honorer les partenaires qui accompagnent la Guinée dans son processus de refondation,
de développement et de consolidation de la stabilité. Ces 3 diplomates ont exercé leur haute fonction avec professionnalisme, respect mutuel et fidélité aux principes cardinaux de la diplomatie internationale, à savoir la retenue, l'écoute, la loyauté et la recherche constante du dialogue. Les États-Unis d'Amérique, la République populaire de Chine et la République de Guinée partagent une valeur commune et fondamentale, l'attachement indéfectible à la liberté, à l'indépendance et à la dignité des peuples. Ces 3 grands diplomates ont déployé d'importants efforts pour accompagner, expliquer et porter auprès de leurs gouvernements respectifs la vision stratégique du président de la République, notamment le programme structurant Simandou 2040, pilier majeur de la transformation économique et sociale de la Guinée. Ces 3 diplomates ont également contribué à la compréhension et à la diffusion de la nouvelle doctrine diplomatique guinéenne, clairement exprimée par le chef de l'État, le président de la République, à la tribune des Nations Unies, résumée dans une formule désormais reconnue par le monde entier. Ni pro, ni anti, mais résolument pour la Guinée. Procédant à la remise des insignes, le grand chancelier des ordres nationaux, Ibrahima Diallo, a décoré les récipiendaires tout en leur exprimant la gratitude du peuple guinéen pour leur engagement constant aux côtés de la République de Guinée. Il me reste à vous remercier et à vous féliciter pour votre action d'accompagner la République de Guinée dans sa quête de développement. Prenant la parole, les anciens ambassadeurs Troy Damien Fitrel et Huang Wei ont exprimé leur profonde reconnaissance au président de la République pour cet honneur. Ils se sont dit particulièrement heureux d'avoir contribué à leur niveau au renforcement des liens d'amitié, de coopération et de partenariat entre la Guinée, les États-Unis d'Amérique et la République populaire de Chine. Spécialement, je dois remercier le chef d'État, le président Mamadi Doumbouya, et le peuple guinéen pour cet honneur. Comme une représentante des États-Unis, j'étais fier d'être un partenaire de la Guinée. C'était un grand honneur d'être 3 ans en Guinée et je vais continuer à retourner parce que j'adore la Guinée, j'adore le peuple guinéen. C'est un signe de coopération entre la Chine et la Guinée, surtout sous le haut patronage de nos 2 chefs d'État, son Excellence M. Mamadi Doumbouya et son Excellence M. Xi Jinping. Ils ont conduit la coopération dans le bon voie et le bon sens entre nos 2 républiques. Je vais prendre la Guinée comme ma maison, comme mon pays natal, et puis je vais contribuer approfondiment pour la coopération sino-guinéenne à atteindre un nouveau chemin et un nouveau palier. Cette cérémonie vient ainsi consacrer l'importance accordée par les autorités guinéennes à la coopération internationale et au rôle clé de la diplomatie dans l'accompagnement du développement national. Je vous le disais dans les titres, construction de logements sociaux en Guinée. L'État mise sur le secteur privé. À Tayaki, dans la banlieue de Conakry, plus de 600 hectares sont mis à la disposition des entreprises immobilières pour l'aménagement et la construction des logements sociaux. Les travaux ont été officiellement lancés ce week-end par le ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Aménagement du territoire. Salif Oussila, Aboubakar Junior Kamara. Dans la politique nationale d'urbanisation de la ville de Conakry, l'État accorde une place de choix au secteur privé. À Somfonia, en banlieue de Conakry, plus de 600 hectares doivent être aménagés par une consortium d'entreprises du secteur immobilier comme Dream City par exemple. Les travaux ont été officiellement lancés. J'aimerais ici préciser que ce jour, le lancement de l'aménagement, l'État tient au respect des engagements contenu dans la convention de partenariat public-privé signée entre le gouvernement à travers le ministère de l'Urbanisme
de l'habitat et de l'aménagement du territoire et la société SIGC en ce qui concerne le respect des normes à tous les niveaux. Et la question du respect des normes environnementales, la question de Ramblay doit obéir au respect de la courbe des niveaux. C'est-à-dire la dernière voie du prolongement de la route de Prince qui passe devant le lac doit être strictement observée pour éviter demain les questions liées aux inondations. La construction d'une cité moderne avec toutes les commodités qui répondent aux normes internationales est l'objectif de ce projet de développement. J'ai l'insigne honneur de m'adresser à vous à l'occasion du lancement officiel des travaux de production de terrains aménagés et de construction de 9250 logements à Symphonia Tayaki. Cet instant dépasse le simple cadre technique. Il constitue un acte d'État porteur de sens qui traduit la volonté ferme de notre nation d'avancer sur la voie d'un développement structuré, moderne et durable. Le site abrite aussi le point de départ de l'autoroute en 2x2 voies en direction de Tanene. 2 projets d'envergure en BOT qui se réalisent sur ce site. Ces projets d'autoroute s'inscrivent pleinement dans les orientations stratégiques du plan de développement économique de la Guinée, qui place les infrastructures modernes au cœur de la transformation structurelle de l'économie guinéenne. Il répond aux ambitions de la version Simandou 2040. Des infrastructures publiques comme des hôpitaux, des marchés, des stades omnisports et des espaces verts sont aussi prévus dans ce projet d'aménagement et de développement. Pendant ce temps, la commune rurale de Ouankifon tient sa session administrative de l'année 2026. Le budget soumis était à l'approbation des conseillers communaux. Il s'élève à plus de 5 milliards de francs guinéens. Notre reporter Yaya Silla a suivi la rencontre. Nous sommes à Ouankifon, une des communes rurales de la préfecture de Koya. Cette collectivité locale est à ce jour dans une dynamique orientée vers le développement local durable. Au cours de cette première session de l'année 2026, ces conseillers communaux de Ouankifon ont voté à l'unanimité un budget annuel qui s'élève à 5 milliards de francs guinéens. Comme le budget, c'est une prévision, donc avec l'appui de l'autorité préfectorale, sous-préfectorale et nos différents chefs de service, les services de recettes, franchement, s'ils nous apportent leur grain de sel, on pourra vraiment réaliser nos projets. Cette session qui nous réunit aujourd'hui s'inscrit dans un contexte de transformation et de redressement des finances locaux des collectivités. Votre budget local doit refléter cet engagement. C'est l'occasion de définir les priorités qui répondront aux besoins et aux aspirations de nos populations. Pour cette année, les projets prioritaires sont ciblés. L'engagement des autorités et des citoyens ainsi que des partenaires reste déterminant pour une bonne gouvernance participative. Au titre du compte administratif 2025, nous avons réalisé des actions de développement sur le financement de l'ANAFIC et sur le financement aussi du ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation. Désormais, à travers ce budget, les autorités de cette commune rurale de Ouankifon entendent passer à la vitesse supérieure pour la réalisation des différentes infrastructures sociales de base durant la fin de l'année 2026. Développement des projets mines intégrés, c'est un programme de renforcement des capacités engagé depuis 2021. Il a été réalisé à la suite d'un diagnostic approfondi mené auprès de 25 services et directions impliqués dans la gestion des projets miniers. C'est dans ce cadre que 300 administrateurs ont bénéficié des satisfecits de reconnaissance à l'issue de plusieurs modules de formation, des modules leur permettant de renforcer leurs compétences dans la gestion des projets et la gouvernance minière. Saint-Martin Francina de nous, Candesila. Ce programme, exécuté par le groupement de cabinets CPCS Covater dans le cadre du projet de développement des mines intégrées, PARCA, a ainsi permis à 300 participants de l'administration publique guinéenne d'acquérir des connaissances techniques et professionnelles adaptées
aux exigences actuelles du secteur minier, notamment en matière de planification, de gestion de projets, de gouvernance, d'impacts environnementaux et sociaux, ainsi que de suivi et d'évaluation. Cette cérémonie est bien plus que la fin d'un cycle de formation. Elle symbolise un engagement collectif pour renforcer les capacités nationales de la Guinée et soutenir un développement durable dont le pays a profondément besoin. Au total, 30 modules de formation ont été dispensés, couvrant l'ensemble du cycle de vie des projets miniers, des fondamentaux aux domaines techniques avancés, contribuant ainsi à la modernisation de la gouvernance du secteur. On a passé en revue tout ce qui est droit foncier, droit minier, négociation des contrats miniers, tout ce qui est exploration, production, tout ce qui est certification de ressources et réserves. Donc tout cela a contribué à renforcer nos capacités. Aujourd'hui, nous sommes plus outillés pour améliorer la gouvernance et les performances de nos différents départements sectoriels, notamment en matière de gestion des projets miniers intégrés. Aujourd'hui, l'administration guinéenne change. On part maintenant vers une gestion axée sur les résultats. Donc nous voulons une administration technique, une administration qui est capable de répondre aux besoins des populations. Ce programme, soutenu par la Banque africaine de développement BAD, est une dynamique qui confirme la volonté des autorités guinéennes, à travers le ministère des Mines et de la Géologie, de placer le capital humain au cœur du développement durable du secteur minier. Autre titre de ce journal, signature d'un partenariat entre l'Agence nationale de gestion des urgences et catastrophes humanitaires Anguche et l'Université Senghor d'Alexandrie en Égypte. Ce partenariat concerne le domaine de gestion des catastrophes naturelles. C'est une convention de 2 ans renouvelable. Les cadres de l'Anguche seront outillés en gestion de catastrophes naturelles. On retrouve notre envoyé spécial à Alexandrie, Amadou Touré. Au pays des pyramides se trouve un centre d'excellence. L'université Senghor à Alexandrie, 35 ans d'existence, inspire la Guinée. Pour profiter de ces immenses expériences et conformément à la nouvelle vision du pays basée sur la qualification de sa ressource humaine ambitionnée par le président de la République, Mamadi Doumbouya, et conformément aux ambitions de Simandou 2040, le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation veut profiter pour matérialiser à travers la qualification du personnel de l'Agence nationale de gestion des urgences et catastrophes humanitaires Anguche. Une démarche motivée par les leçons tirées de la gestion des récentes catastrophes naturelles survenues dans le pays. C'est un partenariat avec l'Université Senghor et je pense que c'est aider le gouvernement guinéen à travers son bras opérationnel qui est l'Anguche à vraiment répondre à l'exigence ou à l'attente également du programme Simandou 2040 qui a mis un accent particulier sur le capital humain. Et nous sommes bien placés pour donner les avis techniques sur le programme Simandou dans notre volet. Et ça a été réalisé grâce à la vision du président de la République, Mamadi Doumbouya. Avec ses 35 ans d'expérience, l'Université Senghor à Alexandrie est l'un des grands centres de formation des élites africaines francophones et de Haïti. Jusque-là, cette institution n'avait jamais eu ce type de collaboration avec les services publics des pays africains. Et c'est en cela que l'idée est bien accueillie et appréciée par les responsables de cette institution égyptienne d'enseignement supérieur. Fasse la démarche de venir nous voir, ça veut dire d'une part qu'elle croit en ce qu'on fait, donc pour nous c'est une grande fierté déjà. Et puis, je pense que ces partenariats universités, institutions professionnelles, c'est très fructueux. Vous savez, on a des jeunes autour de nous, ça leur donne des opportunités, il y a de la créativité, bref, c'est du gagnant-gagnant. Cette école d'excellence où évoluent actuellement 120 étudiants venus de 25 pays africains et de Haïti, dont 8 Guinéens, reçoit chaque année plus de 4000 demandes d'inscription pour 200 places. C'est en cela que ce partenariat avec Anguche s'annonce comme un privilège pour la qualification du personnel de ce service public.
Présentation des lettres de créance. L'ambassadeur de Guinée en Libye a remis ces documents au président du Conseil présidentiel libyen. La diplomate guinéenne a réaffirmé à son note la volonté du président Mamadi Doumbouya à reconstruire une coopération bilatérale prospère entre Conakry et Tripoli. On fait le point avec Yene Yansane. Nommé récemment ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Guinée près la Libye, Madame Massakaba, ancienne contrôleur générale de police, est reçue au palais présidentiel. Après les honneurs militaires et le grand cérémonial diplomatique, elle est conduite auprès de Dr Mohamed Al-Menfi, président du Conseil présidentiel libyen, pour la présentation de ses lettres de créance. Un moment solennel qui permettra à la diplomate guinéenne d'entrer officiellement en fonction dans toutes les sphères du pays d'accueil afin de veiller au renforcement de la coopération bilatérale entre Conakry et Tripoli. Lors de ma rencontre avec son Excellence Dr Mohamed El-Menfi, président du Conseil présidentiel de l'État de Libye, lui ai transmis les chaleureuses salutations et fraternelles de son frère et ami, son Excellence le président Mamadi Doumbouya. En retour, il m'a chargé de transmettre ses chaleureuses félicitations à son frère et ami, son Excellence le président de la République de Guinée, Mamadi Doumbouya, pour sa brillante élection à la magistrature suprême de son pays, et a exprimé son souhait de renforcer la coopération dans les domaines politiques, économiques et culturels entre nos deux pays. Les relations entre la Guinée et la Libye remontent à plusieurs décennies et s'inscrivent dans les objectifs africains d'une coopération régionale réussie. L'un des grands défis de la mission diplomatique guinéenne à Tripoli sera de veiller au renforcement de cette vieille et belle amitié. Dans l'actualité également, les officiers de police judiciaire et procureurs de la République du ressort de la Cour d'appel de Cancan rencontrent le nouveau procureur général. Au cœur des débats, revisiter le contenu des décisions d'habilitation pour renforcer des actions de poursuite sur la voie légale inscrites au cœur des priorités du garde des Sceaux. Des engagements sont renouvelés pour redynamiser la mission de sécurité urbaine. Yamoukaba. Maillon incontournable de la chaîne pénale, les officiers de police judiciaire sont chargés de constater les infractions à la loi pénale, rassembler les preuves et de rechercher les auteurs. Pour faciliter cette mission sans défaillance, les officiers de police judiciaire du ressort de la Cour d'appel de Cancan rencontrent le patron du parquet général pour recevoir de nouvelles orientations. Si je veux parler de la scène pénale ici, à partir de la phase policière jusqu'au jugement, savoir l'intervention de nous les primo-acteurs, jusqu'au niveau des magistrats debout, au niveau des magistrats du siège, c'est pour nous le gain. Pour ce qui nous concerne, les officiers de police judiciaire, nous allons vous donner la garantie que la collaboration sera franche, basée sur le respect des lois qui régissent l'administration de la justice de la République de Guinée. Sur le terrain, ces acteurs de la chaîne pénale collaborent avec des parquets d'instance pour recourir à des gardes à vue, perquisitions et saisies. Magistrat de haut niveau, le procureur général est celui qui surveille toutes ces activités et intervient en cas de besoin. Nous avons également mis en garde les interférences de leur hiérarchie administrative qui constituerait un blocus à la réussite de la mission de service public de la justice. Et quand il y a un blocus au service public de la justice, c'est un blocus au développement de la Guinée. C'est pourquoi nous avons fait un rappel des textes de loi, notamment la loi organique fixant l'organisation et le fonctionnement, ainsi que les attributions des officiers de police judiciaire et les rapports avec les procureurs de la République. Nous avons mis également un accent sur le respect des directeurs des enquêtes, les procureurs de la République et les juges de paix. Désormais, plus de répit pour intensifier la lutte contre le grand banditisme en Haute-Guinée. Sous l'impulsion du parquet général près la cour d'appel de Cancan, ces différents services relevant de la police et de la gendarmerie nationale s'organisent davantage pour redynamiser la mission de sécurité urbaine.
À présent, le projet de développement rural intégré Gawal Koundara Mali vient de tenir la 5e session ordinaire de son comité de pilotage. Cette rencontre cruciale vise à examiner l'état d'avancement de cette initiative qui demeure un levier essentiel pour la souveraineté alimentaire. On voit tout cela avec Fodé Kamara. Couvrant les préfectures de Gawal, Koundara et Mali, le projet de développement rural intégré PEDRI-GKM marque une pause pour évaluer le chemin parcouru, une analyse des chantiers exécutés ou en cours de finalisation. L'enjeu est d'optimiser les interventions dans des localités à fort potentiel agro-pastoral. Au titre du PTBA 2025, l'IGP a réalisé 21 activités sur 22 planifiées, traduisant l'engagement et le professionnalisme des équipes. Par ailleurs, l'obtention de l'avis de non-objection pour la prorogation du projet au 30 juin 2026 constitue une opportunité majeure pour achever les travaux en cours et consolider les acquis. De l'aménagement hydro-agricole à la fourniture d'équipements, en passant par le désenclavement, en 2025, beaucoup d'activités ont été réalisées. Nous pensons que ce projet a eu un impact positif parce que, entre autres, c'est l'un des rares projets qui est parvenu à construire des bureaux au sein des différentes villes et aussi à faire des aménagements vraiment qui sont très visibles avec un résultat qui impacte les populations. L'année 2026 s'annonce comme une étape charnière pour achever les travaux et consolider les acquis par le biais de l'implication de la recherche agronomique. Dans ces processus, il y a tout d'abord le renforcement des capacités des producteurs en termes de production sémencière, mais aussi le renforcement des capacités en termes de production de fertilisants organiques. L'IRAG, dans ses attributions, c'est l'accompagnement des paysans en termes d'innovation agricole. L'IRAG joue un rôle déterminant dans ces processus en accompagnant les groupements de jeunes, en accompagnant les groupements de femmes qui sont au centre de ces projets d'intérêt national. Lancé en 2019, le projet PEDRI-GKM repose sur 3 piliers. L'intensification des filières de production du riz, du fonio, de l'arachide et de la pomme de terre, sans oublier l'accès au marché et aux technologies post-récolte et la coordination et gestion du projet. Et puis, Gizas Training a organisé une conférence de presse ce lundi ici à Conakry pour lancer une formation en faveur des jeunes. Objectif, booster leurs compétences face aux exigences de la compétitivité sur le marché de l'emploi dans la vision de Simandou 2040. Mariama Diallo, reportage. Le PDG de Guzas Training annonce le lancement d'une nouvelle formation destinée aux étudiants et aux jeunes porteurs de projets ou en quête d'emploi. Il l'a fait savoir au cours de cette conférence de presse tenue au siège de l'entreprise. La démarche consiste à mieux préparer les étudiants aux exigences du marché de l'emploi par le biais d'un programme axé sur la pratique. Cette initiative de formation s'inscrit pleinement dans cette dynamique de refondation et de valorisation du capital humain cher à son Excellence, Monsieur le Président de la République. Ces programmes s'inscrivent dans la vision de Simandou 2040 dans le volet de Simandou Academy pour la promotion du capital humain. Pour cette nouvelle phase du programme, plus de 2000 jeunes seront formés afin qu'ils puissent répondre aux exigences du projet Simandou 2040 entamé par le CNRD, à sa tête le président de la République, Mamadi Doumbouya. Elle traduit à notre niveau la volonté de contribuer à l'émergence d'une jeunesse compétente, responsable et engagée au service du développement de notre pays. Cours théoriques, ateliers pratiques et projets encadrés constituent un parcours qui est considéré comme un véritable tremplin vers l'emploi. À travers des plateformes digitales, de nombreux étudiants pourront désormais s'inscrire pour bénéficier des formations liées aux métiers de demain.
Alors à Boké, où le consortium SMB Winning renforce son engagement en faveur de l'éducation, l'entreprise minière a procédé à la rénovation complète de l'école élémentaire de Kalunka Mosquée dans la sous-préfecture de Dabis, une infrastructure remise officiellement aux autorités et aux populations au cours d'une cérémonie riche en symboles. Reportage Mamadi Tiernakamisoko. À près de 46 km de la ville de Boké, l'école primaire de Kalunka Mosquée fait peau neuve. Entièrement rénovée par le consortium SMB Winning, cette école compte désormais 3 salles de classe modernisées et 2 blocs de latrines fonctionnels. La remise officielle des clés s'est déroulée en présence d'une forte délégation de l'entreprise, des autorités administratives et éducatives ainsi que des populations bénéficiaires. La jeunesse constitue l'espoir et l'avenir de notre société, aujourd'hui en pleine mutation technique et technologique. Cette réalité impose à nos jeunes le devoir d'acquérir les connaissances solides afin d'être pleinement au rendez-vous des exigences de ce nouveau millénaire. L'action que nous célébrons ce matin s'inscrit dans une dynamique globale de développement communautaire. Au-delà de la rénovation, le consortium SMB Winning a également offert 45 tables bancs, des bureaux pour les enseignants, réparé 2 forages et mis à la disposition du matériel sonore pour améliorer la vie scolaire. Les autorités locales saluent un geste porteur d'espoir et estiment que cette école représente la promesse d'un avenir meilleur pour les enfants. Nous saluons vivement le consortium SMB Winning pour ses réalisations concrètes, fruit d'une bonne collaboration avec la communauté locale. L'inauguration de cette école n'est pas une simple remise des clés, c'est le symbole d'un engagement renouvelé pour le savoir, le savoir-faire et le savoir-être. À Kalunka Mosquée, l'éducation a retrouvé un nouveau souffle avec l'espoir d'un avenir mieux construit pour les générations futures. Dans le même registre, à Forêt-Caria, les élèves des écoles primaires des localités impactées par les activités minières bénéficient d'un important kit d'éducation, La société minière Rio Tinto Simfer a procédé à la remise officielle de kits scolaires aux autorités éducatives. C'est un geste qui s'inscrit dans le cadre de la responsabilité sociétale de l'entreprise. Sidiki Sissé et Marwan Kamara. C'est un important appui à l'éducation guinéenne. Il s'agit des centaines de kits scolaires pour les élèves des écoles primaires de la préfecture de Forêt-Caria. L'initiative s'inscrit dans le programme annuel de distribution des kits scolaires de la société minière Rio Tinto Simfer. L'année passée, 2020 à 2025, nous avons reçu aussi les mêmes kits. Aujourd'hui, c'est le lieu de remercier les partenaires Simfer et Rio Tinto pour leur accompagnement. Accompagner l'éducation, c'est accompagner tous les secteurs de vie. Nous saluons et remercions très vivement nos généreux donateurs de Rio Tinto pour ce acte de bienfaisance, combien de fois salutaire, parce que venant soulager très sensiblement les familles des heureux enfants bénéficiaires. À travers ce geste, Rio Tinto Simfer confirme sa volonté de contribuer à l'amélioration des conditions d'apprentissage des enfants des localités impactées par leur activité. Pour Simfer, cette cérémonie n'est pas seulement symbolique, elle incarne un engagement concret, durable et partagé envers l'éducation de nos enfants et l'avenir de nos communautés. Nous savons que l'éducation est le socle du développement. Un enfant qui apprend, c'est une famille qui s'émancipe et une communauté qui progresse. Je remercie les partenaires de Rio Tinto qui ont fait un effort pour aider dans le cadre de développement de Forêt-Caria au niveau de l'éducation. Cette initiative témoigne de la collaboration entre le secteur privé et l'éducation dans le but de renforcer l'accès aux outils pédagogiques pour tous les enfants de la préfecture de Forêt-Caria. Sur un autre plan, dédicace d'un livre à vocation didactique, Mamadi Fatmata Keita ambitionne par ce livre intitulé « Mes premiers cours d'économie » de faciliter l'apprentissage de l'économie politique et de renforcer le niveau de compréhension aussi bien chez les enseignants que chez les élèves en Guinée. Pascaline Yomalo, Marie-Angélique Bangoura pour plus de précisions.
Mes premiers cours d'économie politique est un ouvrage pédagogique de Mamadi Fatoumata Keïta, une première en Guinée, édité à la maison Harmattan Guinée. L'auteur explique avoir écrit ce livre pour rendre l'économie politique accessible au plus grand nombre. Dans le programme, le cours d'économie est enseigné aux élèves du lycée, la 11e, la 12e et la terminale. Mais pendant tout ce temps, moi, je n'avais pas rencontré de documents et difficilement on préparait les cours. Et les élèves aussi n'avaient pas de documents pour se référer et renforcer les compétences que les professeurs leur donnaient en classe. Donc moi, je me suis dit, puisque je suis déjà économiste, je me suis dit, pourquoi ne pas mettre mes compétences, mes expériences dans un document pour permettre de faciliter l'enseignement. Destiné aux élèves et aux enseignants, le manuel présente de manière simple les notions clés de l'économie politique, notamment le marché, les prix, la monnaie, la banque, le budget de l'État, la croissance, le développement et le chômage. C'est un livre de 235 pages avec 165 exercices et 81 questions à choix multiples. Ça découpe tout le programme. Après chaque leçon, il y a des exercices de reformulation et aussi des QCM qui sont dans le document. Je crie haut et fort que Mamadi Keïta a apporté quelque chose. Les recherches vont être facilitées. Tu sais ce qu'un enseignant fait avant de donner un cours? Il fait beaucoup de recherches. Donc les recherches que lui il a eu à faire sur 15 ans, 20 ans, c'est ce qu'il a regroupé là. Si lui il a ce livre et il a le programme guinéen, il n'a pas beaucoup d'efforts à fournir. La séance de dédicace a réuni un public varié, composé notamment de lecteurs et de proches de l'auteur, marquant une rencontre réussie autour des enjeux économiques et sociaux du pays. Santé, le CHU donc a toujours dans une dynamique de modernisation et de développement des soins. Pour la première fois, une microchirurgie réparatrice est réalisée avec succès. C'est une chirurgie pointue qui consiste à prélever une partie du membre inférieur pour reconstituer le visage. Elle est réalisée dans le cadre de la mission Les Enfants du Noma. Plus de détails avec Kierno Ousmane Diallo. Jamais dans l'histoire de la chirurgie maxillofaciale en Guinée, la microchirurgie reconstructive n'avait été réalisée. Au CHU Donka, l'opération a duré plus de 8 heures de temps, signe de sa complexité et de la détermination des médecins à la réussir pour redonner forme au visage d'une patiente qui avait perdu une partie de sa mâchoire. Cette technique chirurgicale consiste à prélever un lambeau micro-anastamosé, un lambeau qui contient des vaisseaux, artères et veines, pour le transférer au niveau de la face. Elle a consisté à prélever une partie du péroné, donc au niveau du pied, avec une palette cutanée et musculaire pour venir remplacer la perte de substance au niveau de la face. C'est une technique qui permet de reconstruire la mâchoire quand de l'os a été retiré, en général pour une raison de tumeur, et de la reconstruire avec un os vascularisé. Et en l'occurrence, on prend un des deux os de la jambe, puisque la jambe, il y a le tibia, qui est l'os le plus résistant et le plus important, et à côté, il y a un petit os qui s'appelle le péroné. Et on peut prendre le péroné sans déstabiliser la jambe avec ses vaisseaux, donc avec son artère et ses veines. Et on va pouvoir les rebrancher sous microscope à des vaisseaux au niveau du cou pour que cet os du péroné soit à nouveau vascularisé. Le petit os retiré du pied est placé à la mâchoire puis rebranché au vaisseau qui irrigue le visage va ainsi pouvoir rapidement cicatriser et prendre vie là où la maladie avait causé destruction et désespoir. En réalité, c'est une avancée pour notre hôpital parce que c'est la première fois que ça se fait en Guinée, en tout cas dans le domaine de la chirurgie maxillofaciale, et nous espérons pouvoir continuer à le faire parce que le pays en a besoin compte tenu du fait que nous avons beaucoup de volumineuses tumeurs qui sont dans le besoin de la reconstitution. Pas seulement réséquer, séparer du patient de sa tumeur, mais il faut reconstituer son visage pour lui permettre de vivre une vie sociale correcte. Avant l'introduction de la microchirurgie, les médecins avaient jusque-là recours à une technique rudimentaire. Cette avancée fait partie des retombées de la Constitution canadienne dans la stratégie de développement des soins au CHU Donka et de renforcement des compétences des médecins locaux.
Lancement dans la préfecture de Kindia de la campagne de vaccination contre la rage. Pour cette opération, près de 10 000 animaux de compagnie, notamment les chiens, sont ciblés pendant ce processus. Le ministère de l'Élevage et ses partenaires techniques et financiers pilotent l'exercice. La campagne va s'étendre sur une période de 30 jours. Le point avec Falilou Diallo. Tous unis pour éliminer la rage à l'horizon 2030 à travers la sensibilisation continue des populations et la vaccination régulière des chiens. Ici à Kindia, l'exercice revêt toute sa signification. Il est symbolisé par cet acte des autorités acteurs impliqués dans cette croisade. Pour cette vaccination, on parle de la rage. On vaccine les animaux, les chiens, contre la rage. La rage, c'est une zoonose. On parle de zoonose, c'est une maladie qui est en commun, qui attaque souvent les animaux, mais aussi les humains. Un animal non vacciné arrive à mordre un humain, s'il a la rage, il va transmettre cette maladie à l'humain. Et surtout chez nous, les humains là, cette maladie, une fois que c'est déclaré, c'est fini, c'est incurable. L'implication des populations locales est primordiale dans la lutte contre la rage à Kindia comme partout dans les autres localités de la préfecture. Pour cette opération gratuite de vaccination, 10 000 doses de vaccins sont disponibles pour une période de 30 jours. Comme nous le savons, les questions de vaccination généralement sont d'ordre de santé publique. Le message pour les propriétaires de chiens, je les appelle vraiment d'abord pour ceux qui n'ont pas pu être là ce matin pour le lancement, de faciliter la tâche aux agents vaccinateurs qui vont passer dans les ménages pour aller faire cette vaccination-là. Je trouve que c'est des actions qui vont dans le sens de la protection même de la population contre certaines maladies. Une fois que les animaux sont vaccinés, surtout les chiens qui sont avec nous à la maison à longueur de journée, je pense que c'est des actions de très bonne classe qui protègent nos populations. Des agents vaccinateurs vont sillonner les différentes concessions du centre urbain et des sous-préfectures de Kindia à ligne de mire, vacciner le maximum de chiens et autres animaux de compagnie pour prévenir toutes les pathologies liées à la rage dans cette préfecture. Et pour terminer, reprise des opérations de déguerpissement. Elles vont se poursuivre à partir de ce mercredi dans la capitale. L'annonce a été faite par la direction de la police nationale. Les autorités communales de Kaloum saisissent l'occasion pour sensibiliser les citoyens sur la nécessité de ces opérations. Des précisions avec Sekou Souma et Salifou Sila. À moins de 24 heures de la deuxième étape de l'opération de déguerpissement des encombrants physiques le long des routes de la capitale, les autorités communales de Kaloum sont sur le terrain pour sensibiliser la population. Le président de la délégation spéciale de Kaloum et ses chefs de quartier sillonnent les coins concernés par cette opération. Notre devoir, c'est de proposer à la population, mais il est aussi normal que nous, c'est-à-dire sensibiliser la population à ce que la population respecte les principes du pays. Comme c'est dit, demain c'est le déguerpissement. Il faut que vraiment que nous sortions pour les préparer. Et ce qui est dit là, c'est pas pour quelqu'un dire contre quelqu'un. En le faisant, on le fait vraiment dans l'intérêt supérieur de la population. Du quartier Sandervali à Boulbini, en passant par Coronting, Almamia, où se trouve le Grand Marché et Tombo, ces présidents des conseils de quartier ont approché leurs citoyens pour leur expliquer la portée de cette opération de déguerpissement. Selon le programme du président de la République, cette année, c'est le bloc. Donc nous tous, on va s'y mettre pour que vraiment que le travail qu'il veut vraiment commencer pour la Guinée, ça se passe très bien. Donc avec les citoyens, il faut les sensibiliser. Selon les informations recueillies sur le terrain, après cette opération de déguerpissement, l'État compte mettre des projets en place pour embellir les coins et donner une image reluisante à la capitale Conakry. Voilà qui m'a fait à ce journal. Merci de nous avoir reçus chez vous. L'actualité se poursuit sur notre site le www.rtgguinée.info. Je vous dis à très vite pour d'autres informations de la Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation.